Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux deux sessions événements majeurs de la politique chinoise. Après 13 jours de discussions et de réunions, des politiques et des lois clés sont adoptées. Aujourd'hui, c'est la clôture de la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale, au cours de laquelle le président du comité permanent de l'APN, Li Zhanshu, prononcera un discours. Et juste après, à l'issue de la session de clôture de l'APN, le Premier ministre chinois Li Keqiang rencontrera les médias chinois et d'étrangers. Nous transmettrons en direct la conférence de presse en entier et restez avec nous pour suivre ces événements. Avec moi sur le plateau se trouve Monsieur Wu Zexin, ancien haut diplomate. Bonjour Monsieur Wu. Bonjour. Et on revient avec vous juste après quelques reportages. Très bien. Les réunions politiques clés sont sous les projecteurs cette semaine à Beijing. Dans le cadre des réunions, le président Xi Jinping a assisté à des tables rondes avec des députés de la région autonome de Mongolie intérieure, de la province du Gansu et de la province du Fujian. Le dirigeant chinois a profité de cette opportunité pour souligner l'importance de la mission de réduire la pauvreté. Je me rends souvent dans les villages et régions moins développées. Quand je vais là-bas, je demande souvent aux habitants de quoi ont-ils encore besoin. Remporter la bataille contre la pauvreté est une mission prioritaire. Elle doit être accomplie cette année et en 2020. Le président Xi a pris un ton déterminé dans la lutte pour élever le niveau de vie des citoyens les plus pauvres. Xi Jinping a fait ce commentaire alors qu'il assistait à une table ronde avec des députés de la province du Gansu. Le président a dit que la Chine était à une étape cruciale de la lutte contre la pauvreté et que les dirigeants devaient persévérer pour mener à bien cette mission. L'essence du travail de réduction de la pauvreté doit être les gens eux-mêmes. Le président a dit aux responsables de ne pas se reposer sur leur laurier après avoir sorti les comtés pauvres de la pauvreté, mais plutôt de s'assurer que ceux qui sont encore pauvres dans le pays réussissent à franchir le seuil de pauvreté. Mais comment cet ambitieux objectif peut-il être réalisé ? Le président Xi a dit « Prendre des mesures ciblées en termes de réduction de la pauvreté et appliquer les politiques correctement aideront à accomplir la tâche ». Le dirigeant chinois a également appelé les responsables de tous les niveaux à endurer les épreuves et être capables de travailler dur. Le 13e plan quinquennal de la Chine présente la manière dont le pays souhaite achever la tâche de construire une société modérément prospère et éliminer l'extrême pauvreté dans tout le pays. La date limite est la fin de l'année prochaine. Si la tâche n'est pas facile, le gouvernement chinois est cependant déterminé à la mener à bien. Le Burkina Faso a repris les relations diplomatiques avec la Chine le 26 mai 2018. Grâce à cette grande décision, 10 mois après, Karim Badolo a obtenu une carte de journaliste pour couvrir les deux sessions de la Chine, à savoir la CCPPC et l'APN. C'est le premier journaliste dans l'histoire de son pays à observer de près ces événements majeurs de la politique chinoise. Je m'appelle Badolo Karim et je suis journaliste, je viens du Burkina Faso. Je travaille pour le quotidien national qui s'appelle Sidoya. C'est la première fois que je participe à l'ouverture des deux sessions et nous sommes allés au Grand Palais du Peuple. C'est un organe qui est vraiment assez représentatif de la société chinoise parce que l'occasion est donnée aux citoyens de se prononcer sur ce qui concerne leur avenir. Et je pense que ça résume un peu la phrase du président, si une fleur ne fait pas le printemps, quand 100 fleurs s'épanouissent, le printemps envahit le jardin. Pour dire en fait c'est quoi? C'est lorsque tous les citoyens participent à l'animation de la vie politique que les choses peuvent marcher. Donc en marche également des travaux des deux sessions. Il y a eu des conférences de presse qui ont été animées de part et d'autre par les différents départements. Je suis arrivé ici aux environs de 7 heures et j'ai dû patienter dehors une trentaine de minutes. Mais finalement, j'ai eu la place pour suivre la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères. Et j'espère que j'aurai l'occasion de lui poser une question relative à la paix en Afrique de l'Ouest. Le ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, a été très exhaustif. Il a été vraiment à l'aise pour répondre aux différentes questions des journalistes. Et on a eu beaucoup d'informations. Moi, dans mon article, j'ai mis l'accent sur les relations sino-africaines.
En plus également, il y a eu aussi les présentations des provinces. Lors de la présentation sur la province de Hubei, on a vu que c'est une région qui est très en avance en matière de développement vert. Et en termes d'agriculture, c'est une région aussi qui se distingue. Je pense que les pays africains peuvent véritablement profiter de l'expérience de cette province. Également de voir dans quelle mesure des partenariats, des possibilités de coopération peuvent être tissées. Si aujourd'hui la Chine est citée comme l'une des grandes puissances, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un effort. Quand on arrive en Chine et on est émerveillé par le sérieux des gens, voilà, il y a comme une sorte d'élan commun qui anime les gens. Et c'est très important pour qu'un pays se développe. Les médias ont un rôle capital à jouer dans la transmission de l'information. Nous devons travailler à faire connaître les deux pays. La Chine compte à l'heure actuelle plus de 2000 sièges régionaux et centres de recherche et de développement de multinationales, dont Airbus, qui vient d'inaugurer un centre d'innovation à Shenzhen. Outre son immense marché et les nouvelles technologies en plein essor, le pays ne cesse d'améliorer son système juridique afin de mieux protéger les droits et intérêts légitimes de ses entreprises. Airbus, plus grand constructeur aéronautique d'Europe, a inauguré son centre d'innovation fin février à Shenzhen. Ce premier centre d'innovation du constructeur en Asie est le deuxième au monde derrière celui de la Silicon Valley. Selon François Méry, cette décision est motivée par la confiance dans le marché chinois. L'innovation existe en Chine. Il y a encore quelques années, pas beaucoup de gens en parlaient. Maintenant, je pense que tout le monde est au courant. Grand nombre de domaines dans lesquels la Chine se place au premier rang. Et donc nous avons décidé de tirer profit de ces possibilités qui sont offertes par la Chine et nous avons choisi comme destination Shenzhen. Comme de nombreuses multinationales, Airbus a mis pour la première fois les pieds en Chine après la mise en œuvre de la politique de réforme et d'ouverture. Son premier avion a été vendu à la Chine en 1985, avant que la compagnie ne s'installe officiellement à Beijing. À cette époque, la Chine a promulgué 3 lois pour répondre aux différents besoins des investisseurs étrangers, se souvient Tao Tingzhou, un avocat qui a aidé de nombreuses multinationales comme Carrefour et L'Oréal à s'implanter en Chine. Ces 3 lois étaient promulguées pendant différentes périodes de la Chine, qui étaient focalisées plutôt sur comment gérer l'approbation des sociétés étrangères, quels sont les documents qu'on doit soumettre pour l'approbation, et quels sont les contenus de chaque document pour l'approbation, donc extrêmement administratif et bureaucratique. Après son adhésion à l'OMC en 2001, la Chine a accéléré l'ouverture de son marché. En 2008, Airbus a lancé sa première ligne d'assemblage finale hors Europe à Tianjin et une ligne d'assemblage finale d'hélicoptères H-135 devrait être mise en service cette année à Qingdao. La Chine est devenue aujourd'hui le plus grand marché d'avions civils d'Airbus, représentant un quart de ses ventes dans le monde. Depuis des années, nous investissons beaucoup dans différents domaines. D'une part, à travers les différentes joint ventures que nous avons, dans des domaines tels que l'ingénierie, la fabrication, la livraison des avions, le support, la recherche, mais aussi avec les nombreux fournisseurs que nous avons à travers la Chine, qu'il s'agisse de compagnies d'État ou qu'il s'agisse de compagnies privées. Selon un rapport publié par la Banque mondiale, la Chine est passée du 78e rang international en termes de faciliter les opérations commerciales en 2017 au 46e rang en 2018. Un autre rapport, publié par la CNUSED, montre que les investissements directs étrangers, IDE, ont chuté de 19% en 2018. Pourtant, la Chine a été la deuxième destination mondiale des IDE, avec des flux d'investissement entrants en hausse de 3% à 142 milliards de dollars. Afin de mieux protéger les investisseurs étrangers et continuer à ouvrir davantage son marché, un nouveau projet de loi sur les investissements étrangers a été déposé à l'APN. Selon M. Tao, il s'agit d'une nouvelle loi fondamentale pour les investissements étrangers en Chine et d'une amélioration innovante du système juridique. Cette nouvelle loi a également introduit les deux systèmes, à savoir le traitement national pré-établissement d'un côté et les listes négatives de l'autre. J'espère que ce traitement égal
vis-à-vis de 3 formes de sociétés étatiques, privées, étrangères, pour qu'ils puissent concurrencer librement dans les domaines ouverts pour les investisseurs étrangers. L'industrie aéronautique chinoise est devenue plus mature et compétitive avec le premier Comac C919 qui a décollé en 2017. Mais Airbus ne se sent pas menacé pour autant, faisant remarquer que la concurrence sur un marché juste et ordonné est bonne pour tous. Nous regardons Comac avec beaucoup de respect parce que d'une certaine manière, on a l'impression de se retrouver un petit peu plus jeune. Nous n'avons pas peur de la compétition, au contraire, nous sommes nés dans la compétition. Il y a presque 50 ans, nous avons démarré, nous étions un challenger en face de compagnies américaines extrêmement puissantes. Donc nous avons vécu cette compétition à plein. Au-delà de ça, nous sommes vraiment convaincus au fond de notre cœur et aussi avec notre cerveau que la compétition est bonne. Le projet de loi sera soumis au vote des députés le 15 mars prochain. Une fois adopté, il offrira aux sociétés étrangères une protection juridique évoluant avec le temps et fera de la Chine un aimant pour un nombre croissant de multinationales. Et monsieur Wu, cette année marque justement le 55e anniversaire de la relation diplomatique sino-française. Et donc cette circonstance va-t-il apporter des particularités à la diplomatie chinoise envers la France? Disons que la Chine attache toujours beaucoup d'importance à ses relations avec la France. Mais pour des raisons que vous connaissez. La France a été le premier grand pays occidental qui a reconnu la Chine sur le plan diplomatique. Voilà, on a établi les relations diplomatiques en 1964. Donc c'est pour nous toujours un partenaire important. Et le courant passe toujours entre les deux pays. L'année dernière, c'était le président français, le premier ministre français qui sont venus à l'intervalle de quelques mois. Et puis de notre côté, un vice-premier ministre chinois est allé en France 2 fois durant la même année. Et puis à la fin de l'année dernière, les 2 chefs d'État se sont rencontrés encore une fois dans le cadre du G20, voilà, en marge du G20, voilà, en Argentine. Et puis récemment, un conseil diplomatique, le conseil diplomatique du président Macron est venu en Chine. Je crois que notre ministre des Affaires étrangères, qui est en même temps le conseiller des Affaires d'État, est allé en France. Bon, vous voyez, il y a de multiples contacts pratiquement permanents entre les deux pays au plus haut niveau. Voilà, ça c'est déjà quelque chose qui est très important. Et au niveau de la coopération pratique, vous venez de voir ce reportage. Bon, alors dans le domaine aéronautique, c'est vrai, entre l'Europe et la Chine, ça marche, mais il faut savoir que Airbus, c'est l'Europe, oui, mais c'est aussi voilà, la France, puisque le siège se trouve en France. La France joue un très grand rôle dans cette affaire, Airbus. Bon, alors on a parlé du développement d'Airbus en Chine, je crois qu'il y a encore des prévisions plus ambitieuse. Aujourd'hui, on fait le rassemblage de Airbus 320. Je crois qu'il est des questions. Voilà. D'ailleurs, le responsable Airbus Chine a bien indiqué que cette année, il y aura une nouvelle ligne de rassemblage. Bon, je crois qu'on est en train d'envisager à l'avenir d'autres lignes de rassemblage, même pour Airbus 380. Vous savez, c'est un avion énorme. Bon, de toute façon, ça marche très fort dans le domaine aéronautique et dans le domaine de coopération nucléaire civile. Là, il faut bien souligner que ça marche très très fort aussi. À la fin de l'année dernière, je crois que le premier réacteur nucléaire à eau pressurée, voilà, a été mis en service dans la centrale nucléaire de Canton. C'est un fruit de la coopération franco-chinoise. Voilà, la technologie, je crois que c'est la technologie française, mais il faut avoir la technologie accompagnante, voilà, côté chinois. Ouais. Donc la coopération a été parfaite. Et en plus, la Chine et la France travaillent dans le domaine nucléaire pour d'autres pays. L'exemple typique, c'est 3 centrales nucléaires britanniques ont choisi la France et la Chine comme copartenaires. Voilà, pour réaliser leurs projets. Donc, la première centrale est déjà commencée. Voilà. Et puis, la deuxième, je crois que c'est déjà en phase préliminaire.
La troisième, c'est en étude de faisabilité. Mais tous ces trois sont programmés. D'accord? Vous voyez, ce sont des fruits de coopération très importants pour les deux pays. Et d'ailleurs, le président chinois Xi Jinping a choisi l'Europe comme sa première destination de sa visite diplomatique en 2019. Donc c'est un message assez clair envoyé par la Chine. Oui, je crois que le ministre Wang Yi a bien annoncé la prochaine visite du président Xi en Europe. Personnellement, je souhaite bien que voilà, la France soit inclue dans cette tournée. Voilà. J'aimerais bien ajouter un autre point sur le plan international. La France et la Chine ont beaucoup de convergences de vues sur des dossiers importants. Défendre le multilatéralisme, voilà, contre donc le protectionnisme, l'isolationnisme, etc. Ça c'est un message important. Les deux présidents, lorsqu'ils se sont rencontrés en marge du G20, ils ont bien passé ce message au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en face d'une tendance de ces phénomènes qui nous font voir que l'unilatéralisme, le protectionnisme commence à se faire sentir. Bon, je crois que la France et la Chine, en tant que deux grands pays, deux pays membres permanents du Conseil de sécurité, s'ils décident ensemble de dire que nous sommes là pour défendre le multilatéralisme, c'est un message important. Pour le dossier climat, voilà, vous savez, la France a été un pays initiateur de la conférence mondiale pour la protection du changement climatique. La Chine a appuyé fortement cette initiative. Donc, au moment du G20 toujours, la France, la Chine et les Nations Unies ont fait une réunion à ce sujet et ont publié un communiqué de presse. Voilà. Justement aussi faire face à certaines tendances qui émettent des soupçons sur la nécessité de faire des efforts. Vous savez, les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. Mais en face de ça, la France, la Chine, et avec les Nations Unies, ce qui est très important, pour passer un message contraire à cette tendance. Tout ça donc prouve que entre la Chine et la France, ça marche très très bien. Et puisque vous parlez de relations multinationales, et depuis le début des deux sessions, le projet de loi sur les investissements étrangers constitue le sujet qui intéresse le plus la communauté internationale. Et après des jours de discussions et de réunions, quelles sont les nouvelles mesures prises qui changent véritablement les conditions des entreprises étrangères en Chine? Je crois que dans un des reportages précédents, un avocat chinois avait parlé de cet aspect des choses. C'est certainement très important. Avant, comme le monsieur avait dit, il y avait trois lois et qui conditionnaient respectivement les entreprises mixtes, les entreprises à capitaux mixtes, le fonctionnement des entreprises à capitaux mixtes et les entreprises aux capitaux uniquement étrangers. Bon, c'était trois lois qui n'étaient pas groupées. Et cette fois-ci, il s'agit non seulement de grouper les trois lois, mais aussi accorder plus de facilité aux entreprises étrangères. D'abord, l'accès au marché. L'accès au marché, avant, c'était limité avec une liste pour tel ou tel domaine. Le reste, pas question. Aujourd'hui, c'est le contraire. On établit aujourd'hui une liste dite... Je vous interromps car notre correspondante Xie Chengcheng se trouve en ce moment au Grand Palais du Peuple. Et bonjour Chengcheng, la cérémonie de clôture commence bientôt. Et qu'avez-vous retenu de l'édition de cette année? En fait, je me suis déjà posé la même question. Si je devais un jour résumer les deux sessions de cette année, qu'aurais-je retenu? Je pense que je me souviendrai que cette année, les deux sessions se sont tenues à un moment crucial, parce que cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle. Lors de l'ouverture de l'APN, le Premier ministre Li Keqiang a souligné que la Chine s'est fixé un objectif de croissance du PIB à 6,5% pour 2019. Cela montre de la volonté du gouvernement chinois de promouvoir un développement de haute qualité. Et je me souviendrai également que le président Xi Jinping a appelé à la persévérance dans la lutte contre la pauvreté lors de sa participation à une délibération avec les députés de la province du Gansu.
Il a dit qu'il ne doit y avoir aucun recul jusqu'à la victoire complète, alors qu'il ne reste que 2 ans au pays pour atteindre son objectif d'éradiquer l'extrême pauvreté d'ici 2020. Je me souviendrai également que cette année, on a approuvé un nouveau projet de loi sur les investissements étrangers. Les investisseurs étrangers souhaitant créer une entreprise en Chine seront désormais traités de la même manière que les investisseurs nationaux, sous la seule réserve d'une liste négative interdisant des investissements dans certains secteurs. Et je me souviendrai également des remarques de mes confrères étrangers. Par exemple, le correspondant français du journal Le Monde. Il a comparé les 2 sessions à un baromètre de la société chinoise qui lui permet de voir ce qui intéresse vraiment le public. Et je voudrais aussi citer mon confrère burkinabé. Il m'a dit que les 2 sessions lui rappellent une phrase du président Xi Jinping. Une fleur ne fait pas le printemps. Quand 100 fleurs s'épanouissent, le printemps envahit le jardin. Puisqu'il a constaté que les 2 sessions sont assez représentatives, l'occasion est donnée aux citoyens de se prononcer sur ce qui concerne leur avenir et leur présent. Finalement, j'aurais retenu tant de choses et je crois que ce printemps marquera un nouveau départ pour la Chine. Suishang, à vous. Merci Cheng pour vos bonnes remarques sur les 2 sessions. Et Monsieur Wu Chengcheng a parlé aussi de projets de loi sur les investissements étrangers en Chine. C'est vrai qu'elles seront bien protégées et fournies des bonnes conditions en Chine. Tout à fait. Elle a évoqué aussi cette fameuse liste dite négative. Je continue, c'est-à-dire, avant c'était une liste qui donnait la possibilité pour tel ou tel secteur limité. Aujourd'hui c'est le contraire. Il n'y a que tel ou tel secteur limité où on ne peut pas investir ou pas investir totalement. Il y a des domaines réservés, mais il y a aussi des domaines où on peut investir, mais sans participation totale. D'accord? Cela veut dire tout le reste, c'est ouvert. Donc c'est un progrès énorme, une ouverture considérable. Voilà. En plus, selon la nouvelle loi, il faut absolument accorder l'égalité à toutes les entreprises, étrangères et nationales. Alors ça c'est aussi important. Parce que même, vous voulez dire les entreprises étrangères seront traitées de même façon que les entreprises nationales? C'est le fameux traitement national. C'est un problème qui se posait non seulement pour les entreprises étrangères, mais aussi pour les entreprises chinoises du secteur privé. Parce que durant les 2 sessions, les représentants des 2 institutions, les députés et les membres de la CCP, ont beaucoup parlé du climat d'affaires et surtout l'exigence, la revendication du secteur privé pour avoir cette égalité de traitement. Je me souviens qu'une dame qui est députée ou membre de la CCP, qui est entrepreneur, elle a dit: nous ne demandons pas des avantages ou des traitements de faveur. Nous voulons juste l'égalité. Alors, je crois que ça c'est important. L'égalité pour les entreprises privées, chinoises et étrangères, ça c'est pour créer un meilleur climat d'affaires. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a un 3e point qui est important dans cette loi. C'est, encore une fois, la Chine a réitéré l'importance de protéger la propriété interculturelle. Voilà. Donc ça c'est aussi un des soucis des entreprises étrangères, mais aussi des entreprises chinoises, parce que il faut lutter contre la contrefaçon. Et ça, je crois que déjà depuis des années, les autorités... Je vous interromps car la cérémonie de clôture des sessions de l'APN commence maintenant. Ok. Chers représentants, la 12e session du 13e Assemblée populaire nationale a accompli tous les points sur l'ordre du jour avec du succès. L'Assemblée juge que pendant l'année passée, le peuple de tous les ethnies de Chine se sont réunis autour du comité central du Parti communiste chinois ayant comme noyau dirigeant camarade Xi Jinping pour accomplir les tâches et en vainquant les difficultés pour obtenir les nouveaux résultats du travail.
l'Assemblée hautement estime cet accomplissement. Cette session a respecté pleinement les principes démocratiques et respecté les stipulations de la loi pour examiner les rapports et valider les rapports du travail du gouvernement. Et dans cette assemblée, se sont reflétées les mœurs des députés populaires, refléter la volonté du peuple. Nous avons respecté les principes de démocratie, de solidarité, de vérité et de progrès pour accomplir toutes les tâches et missions fixées dans l'objectif. Cette Assemblée a passé la loi sur l'investissement étranger. C'est une nouvelle loi fondamentale promouvant davantage l'ouverture de la Chine à un niveau supérieur. Nous devons apprendre de façon approfondie et mettre en œuvre de façon intégrale cette loi pour obtenir un développement de qualité supérieure de notre économie. Chers représentants, la Chine entre dans la nouvelle ère du socialisme à la chinoise et de nouvelles exigences sont soulevées pour le travail de l'APN. L'Assemblée nationale ainsi que son comité permanent doivent prendre comme pensée dirigeant celle du socialisme à la chinoise de nouvelle ère de camarade Xi Jinping et apprendre la pensée de camarade Xi Jinping sur l'institution de l'Assemblée populaire nationale dans son maintien et perfectionnement, de maintenir l'unité de la direction du parti, du rôle principal du peuple et de gouvernance du pays selon la loi. Chers représentants, la nation chinoise se trouve dans une époque cruciale de renouveau. Nous allons nous réunir davantage autour du Parti communiste chinois comme noyau dirigeant camarade Xi Jinping en portant au lever le drapeau du socialisme à la chinoise et renforcer quatre consciences et de maintien en se tenant fermement à notre objectif pour jeter une base solide à l'accomplissement de l'édification intégrale d'une société de moyenne aisance et de fêter le 10e anniversaire de la République populaire de Chine avec des résultats excellents. Chers représentants, la deuxième session du 13e Assemblée populaire nationale ont accompli tous les points de l'ordre du jour. Je vous prie de bien vous lever et chanter l'hymne national. Maintenant, je déclare la clôture de la deuxième session du 13e Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine.
C'était la clôture de la session annuelle de l'APN. Vous venez d'écouter le discours du président du comité permanent de l'APN, Li Zhenshu. Et monsieur Wu, qu'est-ce que vous avez pu retenir de son discours? C'est un discours de clôture, comme vous pouvez imaginer. C'était un petit bilan des travaux accomplis durant les 2 sessions, et c'était surtout un rappel pour plus d'efforts pour l'année qui vient. Bon, alors j'ai retenu un point intéressant, important, c'est qu'il a bien insisté sur l'importance de l'adoption de la loi concernant les investissements étrangers. Il a bien dit c'est une loi fondamentale, puisque c'est adopté maintenant, c'est adopté, c'est déjà, ce n'est plus un projet de loi, c'est une loi fondamentale. Voilà. Il faut l'appliquer à la lettre et de façon intégrale. Voilà. Ceci en faveur du développement économique de haute qualité. Voilà. Je crois que ça c'est important, parce que c'est justement quelque chose qui explique pourquoi la Chine a dû adopter une telle loi. C'est notre discussion de tout à l'heure. Vous voyez, donc je crois que j'aimerais bien souligner ce point-ci, c'est très important. C'est un message très important. Donc dès maintenant, laissons le marché décide. Le marché chinois offre une égalité absolue. Égalité, plus de possibilités, un meilleur climat d'affaires pour tout le monde. Voilà. Concurrence royale. Voilà. Et ici, on revient maintenant sur la population chinoise. Lorsqu'on regarde les sondages sur les sujets qui intéressent le plus les citoyens chinois pendant 7 ans écoulés, la sécurité sociale constitue le premier sujet de préoccupation pour la population chinoise depuis 2013. Pendant 4 ans consécutifs quand même. Pour l'année 2017 et 2018, elle occupe toujours la 2e place. Et donc cette année, pour la première fois, la sécurité sociale recule à la 3e position. Comment expliquez-vous ce changement? La raison est très simple. Durant toutes ces années, la Chine a beaucoup progressé en la matière. Je me souviens toujours, l'année dernière, toujours au cours des 2 sessions, et dans le rapport des activités du gouvernement, le Premier ministre a bien dit, nous avons réussi à tisser le plus grand réseau de protection sociale dans le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pratiquement tout le monde en Chine, qui compte presque 1,4 milliard d'habitants, tout le monde est couvert. Donc on a beaucoup moins de soucis. Et dans la réalité, j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens d'origine rurale. Eux, ils ont dit, vraiment, la situation a changé en leur faveur. Avant, ils avaient quand même des soucis quand il y a des malades. Quand il y a des malades dans la famille, quand il y a des maladies graves, c'était vraiment une charge financière importante. Aujourd'hui, ils sont heureux parce que c'est couvert par le système de protection sociale. Donc cela explique qu'il y a beaucoup moins de soucis. Ceci étant, le gouvernement continue à faire des efforts. Par exemple, l'année dernière, 17 médicaments anti-cancéreux ont vu leur prix considérablement baisser et inclus dans la liste de remboursement de l'assurance maladie. Et cette année, le gouvernement promet de continuer à faire des efforts dans ce sens. Voilà. Augmenter le taux de remboursement pour les maladies ordinaires, parce que selon le système, plus la maladie est grave, plus le taux de remboursement est important, parce que c'est logique. Mais maintenant, il s'agit toujours d'améliorer les choses pour augmenter le taux de remboursement afin d'alléger les charges des familles qui connaissent des problèmes. D'accord? Donc, la raison est tout à fait simple. Il y a moins de soucis là-dessus. Je vous interromps maintenant car je vous invite à regarder ensemble l'émission Rencontre sur les 2 sessions et juste après l'émission, nous allons vous transmettre en direct à la conférence tenue par le Premier ministre chinois Li Keqiang. Je vous dis à tout à l'heure.